Donc, je vais vous présenter ce qu'on a appelé la pratique très récente en fait, de l'autorité polynésienne de la concurrence. Peut-être avant de vous parler de l'activité, vous donner quelques éléments du cadre juridique et puis ensuite aborder peut-être un peu de recul, très léger recul d'ailleurs, de quelques 2 années et demie, pour vous dire que certes notre activité ou l'action d'une autorité est sûrement nécessaire, voire indispensable, mais en tout cas elle n'est pas suffisante si à côté il n'y a pas une politique de concurrence qui là appartient pour le coup aux autorités publiques. Donc ce sera le 4e point. Et puis 5, c'est une petite conclusion sur notre mission entre guillemets d'advocacy que donnent nos jeunes autorités, là où le droit de la concurrence vient de s'installer. Il est vraiment très important de diffuser ce droit de la concurrence, de l'expliquer de manière à ce que petit à petit ça infuse dans la société. Alors, je suis allé trop vite. Donc le cadre juridique, en fait, on a 3 missions qui sont tout à fait classiques. Le contrôle des opérations de concentration. On voyait qu'il y a une différence avec la Nouvelle-Calédonie, c'est que nous avons, nous, un double seuil, donc 2 milliards pour une opération et 500 millions pour au moins 2 entreprises. Et puis, il y a même des seuils différents lorsqu'on est dans le commerce de détail à dominante alimentaire. Deuxième grande mission, la recherche, le constat et la sanction des pratiques anticoncurrentielles, donc prohibition des actions concertées, des ententes, et puis le deuxième pilier qui est l'abus de position dominante. Une mission consultative, pour nous, elle est très large, je dirais à titre facultatif, puisqu'elle porte sur toute question de concurrence, on ne peut pas faire plus large, mais on précise après que dans le cadre de la régulation d'un secteur, le président de la Polynésie peut nous saisir. De la même manière, quand il veut vérifier le respect d'obligations découlant d'une convention de service public, il peut aussi nous saisir. À titre obligatoire, eh bien, c'est quand un texte, loi de pays ou délibération, ce qui fait une différence aussi avec la Nouvelle-Calédonie, nous, ce sont ces 2 niveaux de normes qui obligent à la saisine et non pas les arrêter comme c'était le cas. Alors maintenant, ça change en Nouvelle-Calédonie, mais jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup de saisines parce qu'on était à un niveau de normes plus bas. Et donc, quand ces textes apportent d'abord un régime nouveau avec des restrictions ou des droits exclusifs ou des pratiques uniformes. Et puis, bien sûr, il peut y avoir aussi mission consultative à l'initiative de l'autorité. Une mission originale, mais en fait, elle n'est pas originale par rapport à la Nouvelle-Calédonie, puisque nous avons strictement la même règle, à la différence près que vous, c'est 350 mètres carrés et nous, c'est 300 mètres carrés, le seuil de notification. Mais c'est différent d'autres droits de la concurrence, et en particulier le droit national, et ne relève pas de la compétence de l'autorité, ce qu'on appelle le petit droit de la concurrence, donc la transparence et la loyauté des relations commerciales, qui pour nous est le livre 4, mais le livre 4 du Code de la concurrence, c'est la Direction générale des affaires économiques qui s'en charge. Ce qui a changé en 2018, donc on a très peu de recul, mais néanmoins la loi a changé dans son périmètre et la loi de 2018 a supprimé la prohibition des droits exclusifs, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui importer avec des droits exclusifs en Polynésie. L'abus de dépendance économique a été supprimé aussi et l'examen de situations pouvant donner lieu à des préoccupations de concurrence a été supprimé. En revanche, a été introduit la procédure de clémence et en concentration le pouvoir d'évocation du président de la Polynésie française. En même temps, on a supprimé en matière de concentration l'Observatoire des concentrations qui a existé donc 2 années simplement en Polynésie. Donc voilà ce que ça donne si on veut faire la comparaison avec et le droit national et le droit calédonien. Bon, je passe là-dessus puisque c'est évidemment ce que je viens de dire, mais on a maintenant donc des différences et la Polynésie ne dispose plus des outils supposément indispensables pour combattre la vie chère qui existe dans le droit national applicable outre-mer et dans le droit applicable en Nouvelle-Calédonie. Une autorité donc pour mettre en œuvre ce droit
une autorité administrative indépendante. Donc c'est un outil pour les autorités publiques, mais je dirais que cet outil, on doit s'en servir correctement, sinon il ne rend pas, je dirais, le service qu'on est en droit d'attendre. Donc l'autorité est administrative, ça ne pose pas trop de problèmes, évidemment, on est partie intégrante de l'administration. C'est une autorité parce qu'elle prend des décisions, elle agit en lieu et place du gouvernement, mais pour son compte et dans un périmètre de compétences délimité, ça c'est à peu près entendu. Quant à la notion d'indépendance, c'est beaucoup plus délicat en Polynésie et elle est comprise de façon diverse. La structure ou l'organisation de l'autorité est assez semblable à ce qu'on peut retrouver ailleurs, à savoir un service d'instruction qui est dirigé donc par un rapporteur général et de l'autre côté un collège avec un service du président qui assiste les membres du collège. On est après la réforme de 2018, néanmoins avec un droit de la concurrence qui est incomplet. Juste 2 points. Le premier, c'est de dire que les dispositions qui expliquent comment se déroulent les contrôles n'est toujours pas décrit dans un livre 5 du droit de la concurrence qui est vide. Et il y a un manque aussi en matière de dispositions procédurales, puisque certaines dispositions sont applicables selon le droit tel qu'il est écrit, aussi bien pour les concentrations que pour les pratiques anticoncurrentielles, ce qui pose évidemment des difficultés. Donc on ne sait pas exactement comment doivent se dérouler les contrôles, mais on sait qu'on peut sanctionner s'il y a opposition en fonction, ce qui est un petit peu étonnant. En revanche, nous disposons de droits d'investigation plus contraignants, puisque nous pouvons organiser les opérations de visite et de saisie, puisque là c'est une compétence de l'État, et l'État a pris les textes. Alors ça a pris un peu de temps là aussi, mais depuis juillet 2018, nous avons une loi qui a ratifié une ordonnance qui avait été prise antérieurement. Alors l'activité, donc dans ce cadre que je viens de décrire, l'activité de l'autorité a commencé avec sa première décision en juillet 2016, c'est-à-dire qu'entre juillet 2015, où je suis arrivé avec ma petite sacoche et rien d'autre, il s'est passé quand même 1 an avant que nous puissions nommer les membres, nommer la rapporteure générale, recruter le personnel. Et la première décision donc, est intervenue en juillet 2016. Donc ça fait donc 2 ans et demi que nous sommes en activité. D'un point de vue quantitatif, vous avez les chiffres. Alors évidemment, ça fait beaucoup moins qu'en Nouvelle-Calédonie. La raison, on a déjà évoqué, c'est que nous n'avons pas les mêmes seuils, ni en concentration, ni en avis. Donc évidemment, ça ne fait pas le même nombre de décisions. Du point de vue qualitatif, vous avez ici une énumération des secteurs économiques que nous avons touchés à travers nos différentes décisions et avis, et des recommandations qui sont en partie suivies, mais on y reviendra un petit peu plus tard. 3 décisions qui ont été fondatrices, le mot est un peu grand, mais en tout cas qui ont permis d'installer l'autorité dans le paysage polynésien. La première, c'est une décision de concentration où nous avons autorisé la prise de contrôle d'une société de transport interinsulaire par une autre compagnie, enfin une autre société polynésienne. C'est le groupe Emar, c'est la brasserie de Tahiti, tout ça c'est le même ensemble. Et finalement, nous avons indiqué que cette prise de contrôle posait un certain nombre de problèmes et un certain nombre d'effets à la fois horizontaux, verticaux et congloméraux, à telle enseigne que sur l'archipel de la société, nous serions passés d'une situation de concurrence à une situation de monopole. Et donc nous avons fait la démonstration que cette situation de monopole était justifiée par l'entreprise, par les avantages en termes d'aménagement du territoire que ça allait apporter et une éventuelle rétrocession vers le consommateur. Et notre analyse était relativement différente. C'est pourquoi nous avons autorisé
effectivement l'opération, mais sous réserve qu'il y ait la revente d'une partie des actifs qui étaient achetés. La société n'a pas accepté et donc a abandonné l'opération purement et simplement. Alors, cette décision a quand même placé l'autorité dans le paysage polynésien parce que il était rare qu'en Polynésie on dise non, entre guillemets, en tout cas oui mais à une société comme la brasserie, et ça a permis de voir qu'une autorité, c'est bien elle qui prend les décisions, ce n'est plus le gouvernement, et que, évidemment, la décision qui est prise est une décision qui est argumentée, qui est fondée et qui est contestable, le cas échéant, devant le juge. Donc ça, c'est la première décision en matière de concentration. La deuxième, c'est une autre opération de concentration où là, nous avons pris une autorisation sous réserve de mise en œuvre d'engagement qui avait été proposé par un groupe hôtelier qui rachetait un groupe d'agences de voyage, Tahiti Nui Travel. Donc on voit bien le problème que ça pose en termes d'effets verticaux entre un groupe et une agence de voyage. Les engagements qui ont été pris ont permis à l'autorité de donner donc une autorisation et nous les faisons suivre aujourd'hui ces engagements par l'intermédiaire d'un mandataire qui rend un rapport annuellement et pendant 10 ans. La troisième décision, c'est celle qui, pour le coup, intervient là en pratique anticoncurrentielle. C'est une décision dans le domaine de la téléphonie mobile, je l'ai évoqué ce matin. La société Pacific Mobile Telecom qui exploite la marque Vodafone en téléphonie mobile a saisi l'autorité de pratiques supposément anticoncurrentielles qui auraient été mises en œuvre par la société Vini, qui est la filiale de l'OPT de Polynésie. Nous avons alors nous étions saisis au fond et en mesure conservatoire. Et dans le cadre des mesures conservatoires, il y avait deux griefs qui étaient en cause. Et au moment où nous apprêtions donc à traiter selon cette procédure le dossier, la société a souhaité faire des engagements et nous avons basculé à ce moment-là dans une procédure d'engagement. Ces engagements qui portait essentiellement sur de la différenciation tarifaire et sur des pratiques de fidélisation. Les engagements qui ont été pris nous ont permis de considérer que le fonctionnement concurrentiel dans ce domaine-là allait être rétabli. Et de fait, depuis le mois de juillet 2018 et pendant tout le deuxième semestre, nous avons eu un marché qui s'est effectivement animé avec des offres faites par la société Vini qui a modifié donc toutes ces offres. Et de l'autre côté, Vodafone, PMT, qui a contre-attaqué, si je puis dire, en proposant elle-même des offres concurrentes. Globalement, les prix ont ou stagné, mais avec beaucoup plus de prestations, ou bien ont légèrement baissé dans certains cas. Donc il y a là un avantage pour le consommateur. Et cette décision a permis, elle a eu un franc succès auprès des consommateurs en Polynésie, parce qu'elle a permis, en outre, de montrer que l'autorité, finalement, la question qui était posée, de savoir qu'a fait l'autorité, qu'est-ce qui se passe depuis qu'elle existe, on voit qu'il faut un petit peu de temps. Et il faut un peu de temps, il faut quelques décisions de ce type-là, de manière à ce que le consommateur puisse toucher du doigt quel est le résultat, quelle est la conséquence de l'action d'une autorité. Donc ça a été une décision qui a eu aussi un intérêt de ce point de vue-là. Alors, ça c'est notre action. Alors, dit de manière assez rapidement, mais on est assez convaincu que ça ne suffit pas si ça n'est pas relayé par une action, plus qu'une action, une politique de concurrence volontariste du gouvernement. Alors, je vous ai cité, je ne vais pas revenir dessus, mais à la fois des extraits du droit de la concurrence et à la fois des extraits de débats à l'Assemblée de la Polynésie française où on voit que, évidemment, on est
conscients qu'il y a un surcroît ou une importante réglementation et qu'il faudrait s'en libérer, jusqu'à très récemment, donc le président du pays qui, dans le débat d'orientation budgétaire, a indiqué que la libéralisation de l'économie était bien un objectif de la mandature du pouvoir qui est en place aujourd'hui. Mais au-delà de ce discours, on a un interventionnisme qui reste très prégnant. Alors d'abord dans les textes, puisque vous avez, si le principe de la liberté des prix est réaffirmé, on a un certain nombre de dispositions qui viennent réduire petit à petit, ou en tout cas dans certains cas, dans certaines situations, ce principe. Alors je ne vais pas développer là-dessus, mais enfin vous avez là les quelques citations. Il y a aussi un interventionnisme important, puisque la collectivité est un actionnaire d'organismes œuvrant dans le secteur concurrentiel, donc l'OPT, Air Tahiti Nui, la compagnie aérienne internationale, une banque, la Socredo, puis on pourrait énumérer un certain nombre de SEM ou d'établissements publics dans lesquels la collectivité est présente. Elle est chargée de la réglementation dans tous les domaines de sa compétence, ça c'est effectivement normal. Une compétence statutaire qui est très large, puisque échappe à la compétence polynésienne uniquement les missions régaliennes. Elle intervient aussi dans l'économie par la réglementation relative aux aides publiques, puisqu'on n'est pas soumis au régime des aides d'État. Donc c'est à la fois des subventions, c'est de la défiscalisation. Alors on peut bénéficier, comme ici, de la nationale et de la locale. On attribue aussi, la Polynésie attribue aussi des licences, donc elle intervient et elle peut orienter l'économie et l'organisation de la Polynésie, enfin de l'économie polynésienne. Voilà, donc c'est un interventionnisme pas simplement dans les textes, mais aussi dans la réalité. Alors il y a quelque chose qui est assez prégnant en Polynésie, c'est qu'on a c'est inconscient de vouloir se garantir d'une rupture d'approvisionnement et de maintenir le lien vers l'extérieur. Et on pense qu'il faut intervenir directement. La collectivité pense qu'en intervenant directement, elle est la mieux à même de se prémunir contre ces risques-là. Et ça structure assez bien la manière de penser l'économie en Polynésie. En Polynésie, c'est pas c'est pas le seul argument, évidemment, mais c'est quelque chose qui est important à prendre en compte. Alors, il faut donc une politique de concurrence pour libérer progressivement l'économie de l'interventionnisme chronique, là, comme le disent les débats de l'Assemblée, donc les représentants. Et pour ça, nous pensons que la mission consultative de l'autorité doit être un appui et doit être mieux utilisée par les autorités publiques. Et donc nous pouvons, alors bien sûr la stratégie de libéralisation de l'économie, ça appartient évidemment au gouvernement. On peut aider à travers des études sectorielles à informer le gouvernement sur la définition de cette stratégie. Et une fois que le cadre stratégique est défini, eh bien, le gouvernement peut nous consulter sur un certain nombre de sujets et nous souhaitons évidemment être un outil au service du pays et au service de l'ambition du pays qui est de libéraliser l'économie polynésienne. Alors, nous, quand nous sommes consultés et quand une autorité de concurrence est consultée en général, évidemment, quand on est en avis, on n'est pas en contentieux, on ne cherche pas à qualifier les pratiques, on ne cherche pas à définir des marchés. Le rôle d'une autorité, pour synthétiser tout ce qui est écrit là, c'est véritablement de dire aux autorités publiques, on a bien compris quel est votre objectif d'intérêt général poursuivi par le texte que vous nous présentez, mais nous, notre rôle, c'est de dire dans quelle mesure ça impacte un autre intérêt général qui est le développement de la concurrence et qui fait partie de vos objectifs, puisque c'est cité dans un certain nombre de textes et c'est redit dans toutes les interventions qu'on peut entendre. Et donc c'est de voir comment on peut conjuguer, comment on peut concilier à la fois la poursuite de l'intérêt général qui est dans un texte donné avec cet objectif de développement de la concurrence. Et notre rôle, c'est de trouver
les meilleures solutions. Si elles n'apparaissent pas dans le texte, eh bien à nous de les suggérer, à nous de convaincre le gouvernement qu'on peut à la fois satisfaire les deux ambitions, les deux manifestations d'intérêt général, mais en prenant des dispositions qui soient le moins impactantes pour le développement de la concurrence et le fonctionnement concurrentiel de l'économie polynésienne. Il y a peut-être aussi une évolution qui pourrait être envisagée. Dans les faits, finalement, c'est le président de la Polynésie qui peut nous consulter. Et de fait, dans le droit, c'est lui qui peut nous consulter, même si, effectivement, le président de l'Assemblée de Polynésie peut le faire dans certaines circonstances. Mais autrement, dans les faits, c'est évidemment le président qui le fait. Nous pensons qu'on pourrait peut-être élargir à d'autres saisissants, et ça pourrait être à ce moment-là les collectivités publiques, puisqu'il y a des problématiques qui se posent à eux. Ça pourrait être aussi les chambres de commerce et d'industrie. Alors chez nous, c'est une seule chambre, chambre de commerce, d'industrie, de services et des métiers. Ça peut être aussi la chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire. Et éventuellement, quand je dis éventuellement, je pense qu'il faudrait y aller, mais avec des garanties, avec des modalités peut-être particulières, les associations de consommateurs, en prenant garde quand même à ne pas être envahis par un nombre de saisines qui ne nous permettrait pas de poursuivre nos autres missions. Mais en tout cas, il y a sans doute une évolution qui pourrait être envisagée de ce côté-là. Il faudrait que le gouvernement puisse se servir beaucoup mieux des recommandations que lui donne ou lui transmet l'autorité. Jusqu'à maintenant, le bilan, j'ai noté perfectible, c'est un mot très soft pour dire les choses, mais soit on n'est pas suivi du tout, soit on l'est très largement, soit on l'est de manière intermédiaire. On a à peu près un bilan qui est équivalent à celui qui a été décrit par Aurélie ce matin, mais ça n'est pas sans conséquence pour le gouvernement de suivre ou de ne pas suivre. Alors j'ai quelques exemples, je ne vais pas revenir sur tous les avis, mais on a eu, par exemple, nous avons été saisis sur le code de l'énergie. Alors le code de l'énergie, les 2 premiers livres, pas la suite, il n'est toujours pas sorti, mais nous avons été saisis d'une première rédaction du texte, et dans la rédaction qui a été soumise plusieurs mois plus tard au Conseil économique et social, on a eu la bonne surprise de voir que nos recommandations avaient été intégrées dans cette rédaction. Donc ça veut dire quand même qu'il y a de la part des services, de la part du ministère, donc une attention qui peut être portée à nos recommandations. Ça a été le cas aussi lorsque nous avons été saisis pour la distribution du médicament en Polynésie, notamment sur la définition du nombre d'officines qui pouvaient être créées en Polynésie. Et donc nous avions fait, nous, des propositions pour abaisser le seuil de création qui ont été suivies. Alors pas exactement comme on avait dit, mais en tout cas l'esprit était là. On a été aussi suivi, mais pour une seule disposition dans la consultation sur un texte qui concernait les taxis en Polynésie, puisqu'il y avait une disposition qui disait tout simplement que on pouvait refuser l'autorisation d'exercer sur le fondement d'une adéquation de l'offre à la demande, sans autre explication. Alors, qui définit l'adéquation? Ça, on ne savait pas. Ça nous a semblé assez large. Donc ça a été effectivement supprimé. Dans d'autres circonstances, on a été saisi sur la formule de prix. Ça a été le cas, par exemple, lorsqu'on a été saisi sur l'approvisionnement en hydrocarbures de la Polynésie. Et là, on a découvert une formule de type usine à gaz pour définir le prix de l'approvisionnement, pas le prix du produit, mais le prix de l'approvisionnement,
alors qu'il suffit de reprendre les indices des organismes qui font autorité et on fait une multiplication entre le prix et le volume et tout simplement on a le... Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est quand même que c'est des enjeux à 1 milliard. Et là, 1 milliard de francs pacifiques, hein, ce ne sont pas dans les mêmes valeurs. Mais bon, 1 milliard, c'est quand même quelque chose qui, à la pompe, représente 5 francs. Bon, 5 francs sur le prix du litre. Et donc là, n'a pas été suivi. Or, dans le cadre d'une convention qu'il y avait à signer, l'un des signataires a refusé, une entreprise, donc a refusé de signer. Et mieux que cela, il a refusé parce qu'il trouvait que nous avions raison. Et donc, il a réussi à importer quelques mois plus tard, seul, du carburant, enfin des hydrocarbures. Le prix de mémoire, le prix de la formule, c'était 57 $ la tonne, et lui, il l'a importé à 37 $. Voilà. Donc, ce que nous avions démontré dans notre avis se trouvait même vérifié après dans la réalité. De la même manière, tout à l'heure je disais qu'on avait été suivi sur les médicaments pour le nombre d'officines. On n'a pas été suivi par contre sur la définition du prix du médicament. Alors, il y a un truc qui est extraordinaire en Polynésie, c'est que le prix de gros résulte d'une formule et le prix de détail n'a aucun rapport avec le prix de gros. De telle sorte que le prix de détail, par exemple, intègre la TVA française, donc 2,5%, taux super réduit. Donc il y a dans la formule de définition du prix du médicament en Polynésie 2,5% de TVA. Donc évidemment, ça ne tombe pas dans la poche de la Polynésie, ça tombe dans la poche de l'État. Donc là, il y a une aberration qui aurait été assez facile à corriger. Bon, jusqu'à maintenant, en tout cas, nous n'avons pas eu de suite. L'enjeu, c'est 500 millions. Donc, quand on accumule ces choses-là, il y a des marges de progrès. Et puis, un dernier point, avant de conclure, on a été saisi sur l'attribution de licences en matière de téléphonie mobile et en matière de fournisseurs d'accès Internet. C'est-à-dire que la compagnie Vodafone de téléphonie mobile voulait devenir fournisseur d'Internet et Viti, qui est le fournisseur d'Internet concurrent de Vini, voulait devenir aussi opérateur de téléphonie mobile. Le gouvernement nous saisit sur l'opportunité d'attribuer ces licences. Nous donnons évidemment un avis selon lequel il fallait attribuer ces licences et on explique qu'il fallait en même temps nettoyer, entre guillemets, les dispositions enfin le cadre juridique qui encadre le secteur concurrentiel en matière de téléphonie et en matière de télécommunications plus largement. Nous n'avons pas été suivis. Le gouvernement n'a pas attribué les licences de manière tacite, refus tacite au bout de 4 mois. Les deux sociétés se sont tournées vers le juge administratif et quelques mois plus tard, le juge administratif a enjoint sous astreinte au gouvernement d'attribuer les licences. Là, il y a, je dirais, voilà, on a une manifestation, une illustration du fait qu'une autorité de concurrence peut et doit être un conseil du gouvernement. C'est pas un contre-pouvoir, c'est pas un organisme qui vit tout seul, c'est un organisme qui doit venir aider, qui doit venir conseiller, qui doit venir démontrer au gouvernement qu'il y a peut-être des mesures à prendre, faute de quoi, et bien après c'est le juge administratif qui peut trancher. Et à ce moment-là, c'est sous astreinte, c'est 1 million par jour. Alors je terminerai simplement maintenant pour dire que dans nos petites collectivités et en présence d'un droit qui est tout nouveau, qui fait face à des pratiques qui sont, elles, très anciennes, il y a nécessairement intérêt à ce que nos autorités se tournent vers les publics, à la fois les autorités publiques, les entreprises, le grand public, les consommateurs, évidemment, de manière à expliquer le droit de la concurrence, à permettre de le faire infuser dans la société. Et pour ça, donc, nous avons mis en place un plan d'action qui prévoit un certain nombre
d'intervention, et nous en avons une commune d'ailleurs avec la Nouvelle-Calédonie, puisqu'on a mis en place une formation d'1 an à destination publics variés, les entreprises, ceux qui sont prestataires des entreprises et tout autre public, de manière à ce que justement ce droit de la concurrence dans nos collectivités soit mieux connu. Voilà, donc mission d'advocatie que nous devons remplir. Merci. Des questions sur la pratique du droit de la concurrence en Polynésie française. Moi, peut-être un petit commentaire. Alors d'abord, je suis très surprise de voir que l'autorité polynésienne de la concurrence ne peut être saisie que par le gouvernement ou le président de l'Assemblée de province. C'est vrai que je trouve ça assez surprenant. En tout cas, en Nouvelle-Calédonie, j'allais dire à peu près tout le monde peut nous saisir, sauf l'individu, que ce soit une entreprise ou le consommateur. Et pour autant, on n'est pas totalement surchargé. On a beaucoup d'avis, mais de toute façon, on régulerait le flux en fonction des demandes. Je pense effectivement que ce soit les collectivités, les fédérations professionnelles, les associations de consommateurs, comme en métropole, ce serait assez légitime qu'ils puissent effectivement saisir pour avis l'autorité de la concurrence. Une question de François Escargeon à l'UFC, que choisir? Vous avez le droit de ne pas laisser le monopole à l'UFC. Merci. Oh non, pas merci pour cette remarque, mais merci de me donner la parole. Est-ce que la loi de 2018, finalement, est un recul? Est-ce que vous établissez un lien avec vos 2 décisions de 2016 et 2017 que vous avez présentées? Et est-ce qu'il ne vous manque pas une association de consommateurs et une intersyndicale pour soutenir votre action en Polynésie? Alors, je répondrai à la fin de la question. Oui, il nous manque une... Non, alors, très concrètement, il y a une association de consommateurs qui s'appelle Tetiara, mais qui n'est pas très active. Je ne les vois pas, on les a rencontrés, hein, mais je ne les vois pas être très actifs pour justement nous saisir sur un certain nombre de sujets comme ça, avec peut-être là aussi derrière pas une crainte de rétorsion, alors pas comme les entreprises, mais bon, c'est une association qui est plutôt installée dans les milieux politico-associatifs, etc., et qui se trouve peut-être pas trop mal. Mais non, je suis assez convaincu qu'il nous manque effectivement une association telle que la vôtre, de la même manière que l'intersyndicale Vicher, qui a une action, enfin, je veux dire, tous les représentants de consommateurs, pour nous, c'est effectivement seraient les bienvenus, parce qu'on voit bien, en tout cas en Polynésie, que les autorités publiques ont les opérateurs, les entreprises qui interviennent et qui agissent sur les décisions à prendre. Tant qu'il n'y a pas un contrepoids de l'autre côté, les autorités publiques vont être sensibles à ce discours et à ce seul discours, et elles ne le sont pas. Le consommateur en Polynésie n'existe pas vraiment. Enfin, c'est pas une préoccupation des autorités publiques. Alors, c'est une préoccupation parce qu'on dit qu'on veut lutter contre la vie chère, et je pense qu'ils sont sincères quand ils le disent, évidemment, mais il n'y a pas les dispositions qui sont prises ne vont pas forcément dans ce sens-là. Et je pense que s'il y avait une sorte de poil à gratter, qui est une association de consommateurs, ça pourrait sans doute mieux équilibrer l'arbitrage qu'il y a à faire pour les autorités publiques. Je crois, oui. Bonjour, Anis Morand, avocate. J'avais une question à vous poser sur un point qui n'a pas été abordé dans votre intervention, mais sur lequel j'aurais aimé votre avis.
l'introduction d'une procédure de clémence dans le code de la concurrence polynésien. Je me demandais, est-ce que ça a changé la donne en Polynésie? Est-ce que ça a changé la pratique? Est-ce qu'il y a plus d'entreprises qui ont dénoncé des ententes? C'est un mot que vous avez employé, Madame Sodelbert, ce matin, dénoncer à propos des entreprises qui étaient victimes et pas participant à des infractions. Voilà. Est-ce que vous observez un changement ou est-ce qu'il est encore un peu tôt pour se prononcer? Puisque la question du temps, moi je l'ai beaucoup entendue ici, je la comprends, elle est importante pour une autorité, pour avoir le temps d'asseoir sa légitimité, pour, comme vous le disiez tout à l'heure, Madame De Silva, au début, quand vous avez sanctionné en Outre-mer, vous avez fait des sanctions pas trop importantes pour laisser aux opérateurs le temps de se familiariser avec de nouvelles règles. Voilà, je voulais juste savoir votre avis là-dessus. Alors, sur la clémence, je l'ai cité, mais je n'ai pas développé effectivement. J'ai cité l'introduction de cette procédure. Aujourd'hui, autant vous dire, c'est zéro manifestation, zéro changement. Et on y réfléchit avec Conaël, la rapporteure générale, et on en discute, et les membres, et on n'est pas convaincu que l'introduction de ce moyen va changer quelque chose. On est, comme on l'a évoqué à plusieurs reprises, les uns ou les autres, dans des petites collectivités où déjà venir nous saisir, c'est pas facile, et venir dénoncer, puisque c'est comme ça que c'est pris, évidemment, dans le cadre d'une procédure de clémence, on ne voit pas forcément la chose se mettre en place. Alors peut-être qu'on se trompe, mais... puis après, il y a des dimensions culturelles. Alors, on avait interrogé au cours d'une rencontre avec le MEDEF, ils étaient venus à 6 ou 8, on avait interrogé, comme ça, à brûle-pourpoint, pour savoir ce qu'ils en pensaient. 6 à 8 personnes, 6 à 8 avis sur la clémence. Il y a ceux qui le refusent totalement, il y a ceux qui disent si, il faut le mettre en place. Voilà. Alors, ce qui était assez intéressant d'ailleurs, c'est que parmi les représentants du MEDEF, c'était beaucoup de gens originaires de métropole. Et selon l'endroit d'où ils étaient originaires, sud ou nord de l'Europe, eh bien, les avis étaient un peu différents. Quand on est au nord, on est plus pour les procédures de clémence. Quand on est au sud, a priori un peu moins. Alors, je ne sais pas si c'est une source exacte, mais en tout cas, voilà. Et en tout cas, au sein donc des gens qui étaient représentants de fédérations. C'est pas le patron d'une entreprise, c'est des gens qui représentent des fédérations. Ils avaient tous un avis différent sur la question. Et c'était avant l'introduction de la procédure de clémence, mais en tout cas, certains étaient favorables, d'autres pas, d'autres peut-être. D'autres négociaient même la réduction. Est-ce qu'on réduit totalement? Est-ce qu'on réduit en partie? Enfin, vous voyez, il y avait tous les cas de figure. Donc, on ne sait pas ce que ça va produire. On est plutôt dubitatif. Mais nous verrons. Merci. Je pense que la clémence, c'est un outil qui fonctionne le mieux dans les systèmes de concurrence déjà avancés, puisque l'intérêt de la clémence n'est perçu que lorsque le risque de dissuasion, enfin le risque pour l'entreprise est également perçu. Donc, tant qu'on se dit qu'on a une chance de pas trop se faire prendre, finalement, la clémence, ça reste un avantage théorique. Alors, par ailleurs, je pense que l'aspect culturel est effectivement important. Quand on voit sur la période écoulée tous les différents cartels que l'autorité métropolitaine a sanctionnés, on constate que le plus souvent, les demandeurs de clémence, alors qu'ils peuvent quand même avoir un avantage considérable, puisque ça peut être une exonération totale ou des diminutions de sanctions qui peuvent aller très loin, c'était le plus souvent des groupes internationaux qui ont plus cette culture, alors des groupes américains ou venus d'autres régions du monde. Et on a constaté à plusieurs reprises que les groupes franco-français, la clémence n'était pas tellement dans leur culture. Alors, ils espèrent jusqu'au bout, avec leurs excellents avocats, gagner devant la cour d'appel contre nos décisions. Et alors, on a eu un cas assez frappant récemment, un gros cartel dans le secteur des revêtements de sol. 2 grands groupes internationaux sont venus en clémence et ont eu des réductions de sanctions très considérables, plusieurs dizaines de millions d'euros. Le groupe franco-français jusqu'au bout, alors il n'a pas fait de clémence, bon, il a quand même fait une transaction finalement.
Mais on se rend compte finalement que les entreprises, en tout cas françaises, sont un peu perdantes par ne pas avoir intégré ça comme un élément de stratégie de défense, notamment quand on est le première entreprise à venir en clémence. C'est un avantage considérable parce qu'on peut se blanchir sur des années. En plus, les autres entreprises, elles, n'en bénéficient pas forcément. Mais je pense que ça nécessite quand même toute une prise de conscience et voilà. Et on en parle aussi quand on discute entre autorités de différents pays. Par exemple, c'est vrai qu'en France, nous recevons beaucoup moins de saisines ou de dénonciations de pratiques par rapport à d'autres pays qui ont plus cette culture de je vois quelque chose qui n'est pas conforme aux règles, donc je vais venir le dénoncer indépendamment même du bénéfice qu'on en tire, et notamment en Allemagne où il y a beaucoup plus de signalements juste de personnes qui disent je vois des choses qui ne me paraissent pas normales et je veux que les règles soient respectées. Donc c'est intéressant de voir comment ces aspects un peu culturels peuvent jouer sur les différents mécanismes. Et je crois que ça finira par être utile, mais il faut peut-être que le temps que l'autorité s'installe un peu dans le paysage. Alors, je voudrais compléter, confirmer l'analyse évidemment que vient d'avoir Isabelle et Jacques, et en même temps, en Nouvelle-Calédonie, indiquer tout de même que le mécanisme de clémence est susceptible d'être mis en œuvre, donc probablement pas par les entreprises de Nouvelle-Calédonie, en tout cas calédoniennes, locales, mais on peut davantage l'imaginer dans un cas de rachat par un opérateur étranger d'une entreprise locale qui, par ailleurs, ne serait pas contrôlée par l'autorité de la concurrence, puisque je vous rappelle qu'il faut qu'il y ait au moins deux entreprises sur le territoire qui réalisent un chiffre d'affaires pour que nous puissions la contrôler. Et mettons qu'une entreprise américaine rachète une entreprise calédonienne et qu'elle fasse ce qu'elle fait à peu près partout, c'est-à-dire un audit économique, comptable, financier de l'entreprise, et qu'elle se rende compte que celle qu'elle est en train de racheter est dans le cadre d'un cartel, elle va immédiatement venir la dénoncer à l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie. Parce qu'elle raisonne comme ça, les entreprises anglo-saxonnes et en particulier américaines, certainement aussi des entreprises asiatiques. Et donc, je pense que le risque n'est pas totalement absurde de se dire que ce sera probablement pas le cas d'entrepreneurs calédoniens, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura pas de mise en œuvre de la procédure de clémence par un opérateur qui rachèterait une entreprise de Nouvelle-Calédonie. Oui, madame ? Oui, en fait, j'avais une question. D'abord, je voulais vous remercier sur la présentation très complète que vous avez faite sur la situation en Polynésie. Vraiment, le positionnement de votre autorité en Polynésie m'étonne parce qu'on a l'impression que vous êtes un peu, enfin, je ne vais pas employer le mot muselé, mais bon, c'est tant au niveau de la saisine que des missions. Et alors qu'en Polynésie, il existe également un autre organisme qui s'appelle le Haut Conseil, qui est saisi également sur des lois de pays. Enfin, j'ai du mal à comprendre. Il n'y en a plus. Hein, ah, il n'y en a plus ? D'accord. D'accord. Ben, je ne savais pas que ça avait disparu, mais enfin, vraiment, ce positionnement m'étonne. Et pourquoi, enfin, comment, quelle est l'explication, en fait, de la perte de vos missions, en fait ? Ce que vous aviez montré sur le deuxième slide, je crois. Alors, bon, la perte d'émissions, il faut relativiser. Ce qui a changé, c'est les outils applicables en Outre-mer. Il reste bien sûr la détection, le constat et la sanction des ententes ou des abus de position dominante. Les deux piliers, finalement, des pratiques anticoncurrentielles demeurent. Ce qui a été modifié, c'est ce qui est spécifique, donc la loi Lurel pour le droit national, et puis vous l'avez aussi en Nouvelle-Calédonie, donc les droits exclusifs, l'abus de dépendance économique, et puis les injonctions structurelles. Voilà, c'est ces trois outils-là. Alors, il y a eu des débats quand la loi est passée, la première, en 2015 est passée, le Conseil d'État a été saisi, évidemment, et il a validé ces outils-là. En 2018, un gouvernement de même tendance, d'ailleurs, mais enfin de même tendance politique, mais sans doute avec des interprétations ou des conceptions de l'économie qui ont été guidées par d'autres, fait qu'il veut revenir sur ces outils-là. Eh bien, le Conseil d'État a été saisi et il les a validés, puisque là, on est plus dans la décision d'ordre politique. Juridiquement, l'un ou l'autre peut se défendre.
Alors après, pour le coup, je dirais que c'est une décision effectivement politique. Certaines entreprises, probablement celles qui ont le plus à perdre, donc les dominantes, sont sans doute intervenues. Elles n'avaient pas réussi en 2015 à faire prévaloir leur conception du droit, et le Conseil d'État leur avait dit que le recours ne tenait pas. Elles ont réussi à revenir en 2018 avec un ministre, un gouvernement qui a été plus attentif à leurs arguments. Mais là, on est dans la politique. Alors pour autant, l'autorité dispose évidemment d'un certain nombre de moyens d'action. 2019 va être pour nous une année où les pratiques anticoncurrentielles devraient nous amener potentiellement à sanctionner. En 2018, vous avez vu l'affaire Vini-Vodafone, on l'a traité par désengagement. L'objectif n'est pas forcément de sanctionner, l'objectif est de faire que le marché fonctionne de manière concurrentielle. Et par les engagements qui avaient été pris, on arrivait à atteindre cet objectif. Donc on l'a fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne prendra pas de sanctions et probablement qu'en 2019, on va être amené à le faire. Sinon, par rapport à vos autosaisines, vous en aviez fait combien? En avis, donc en avis ou en autosaisine contentieuse? Contentieuse. Alors, on en a quelques-unes, 2 ou 3, qui poursuivent leur cours. On peut penser qu'en 2019, il y en a une qui va arriver à terme. Je vous remercie. Les avis autrement, les autosaisines, c'est en matière d'avis. On a lancé un certain nombre d'avis, effectivement, et notamment, il y a un avis sur les produits de première nécessité qui devrait sortir la semaine prochaine ou la suivante, en fonction de la capacité que j'ai à revoir le texte, puisque après ici, je m'en vais à Paris, donc, mais on va essayer de le faire sortir début mars. Merci. Merci beaucoup pour vos questions et puis pour les réponses apportées. Je vous propose de faire une petite pause de 10 minutes, un quart d'heure, et de revenir à une dernière question alors, avant la pause. Donc, IFEL, Fédération interprofessionnelle des fruits et légumes. Interprofession des fruits et des légumes. Merci, bonjour. Merci pour la qualité des interventions. Je vais être courte. Depuis ce matin, du coup, on a des exemples concrets et très riches d'autosaisine, d'avis consultatifs. Je me posais la question si c'est le rôle en fait de l'autorité, des autorités, d'évaluer, de suivre et d'évaluer en fait les recommandations dans les cas où elles sont suivies. Et donc, si c'est le cas, ça m'intéresse aussi au niveau de la Polynésie sur la libéralisation, savoir s'il y a des rapports qui sont produits, et dans le cadre aussi du réseau des autorités, voir s'il y a aussi des éléments à puiser pour apporter des enseignements sur l'impact de ces recommandations sur l'économie locale. Merci. Je réponds juste en 2 minutes pour l'autorité de la concurrence. On a essayé de faire ce travail donc pour aujourd'hui, mais on le développera peut-être un peu plus dans le rapport annuel. D'une manière générale, dans les rapports annuels, on essaie quand même de regarder ce qui a été suivi ou pas suivi. Et je vous invite à regarder le petit tableau qu'on a fait circuler, peut-être que vous ne l'avez pas eu parce que vous n'avez peut-être pas assez, mais avec un petit code couleur vert, orange et rouge pour savoir effectivement dans la législation calédonienne ce qui a été totalement suivi, partiellement suivi et pas suivi du tout. Donc je passe la parole à Isabelle et après on fait la pause. Je trouve que c'est un sujet très intéressant, l'évaluation ex post ou le retour sur les recommandations. Alors pour le moment, à l'autorité métropolitaine, on n'a pas fait le choix, comme le fait par exemple la Cour des comptes, de prendre toutes nos recommandations et de faire une sorte de scoring pour voir est-ce qu'on a été suivi ou pas. Moi, je considère que dans les recommandations qu'on fait, il y en a de nature très différente. Il y a parfois où on est sur des terrains un peu d'opportunité, parfois on est sur des terrains de droit de la concurrence. Donc voilà, pour moi, c'est pas forcément l'indicateur pertinent. En revanche, c'est très utile de revenir, par exemple, quand on a fait un avis un peu structurel
quelques années après pour voir finalement quelles actions ont été lancées, quelle a été leur efficacité. Et c'est une démarche qui se développe beaucoup aujourd'hui. La plupart des autorités de concurrence considèrent qu'il faut peut-être investir plus de moyens. Alors c'est difficile parce que notre sujet numéro 1, c'est quand même d'avoir des ressources limitées, d'avoir beaucoup de saisines et beaucoup de choses à faire. Mais par exemple, il y a la thématique dans le contrôle des concentrations, d'aller regarder ce qui s'est passé après qu'on ait autorisé ou refusé une concentration pour voir est-ce que les risques qu'on avait envisagés se sont matérialisés ou pas. Est-ce qu'on a été trop laxiste ou trop restrictif en autorisant ou en interdisant une opération? Il y a l'autorité britannique qui a fait un exercice très ambitieux, d'ailleurs qui coûtait assez cher, où elle a pris un cabinet d'audit qui a fait un certain nombre d'analyses ex-post sur des concentrations qui avaient été autorisées. Ça donne un travail très intéressant. Donc nous envisageons à l'autorité métropolitaine de choisir certains sujets bien identifiés ou certaines concentrations structurantes. On a décidé de suivre notamment une opération de rapprochement entre plateformes qu'on a autorisée récemment pour voir comment le marché évolue ou pas. Est-ce qu'on avait bien identifié les évolutions possibles du marché, parce que c'est jamais facile de se projeter vers l'avenir. Donc je crois aussi, par exemple, là on est en train de terminer un avis sur la santé, dans lequel on revient sur des propositions, des recommandations qu'on avait déjà fait il y a plusieurs années sur la vente en ligne des médicaments et d'autres sujets. Donc je crois que c'est utile de temps en temps de revenir faire un focus sur un sujet pour voir comment est-ce que les choses ont évolué. Puis ça nous permet aussi nous-mêmes de faire notre propre examen pour savoir, voilà, est-ce qu'on applique les bons cadres d'analyse? Est-ce qu'on se trompe? Est-ce qu'il faut qu'on rectifie nos critères d'analyse? Ça, c'est indispensable. Donc voilà, on ne le fait pas de façon systématique, mais en essayant de choisir les sujets les plus prioritaires. Pour la Polynésie, je vous ai donné quelques extraits de suivi ou pas. Avant de venir ici en début de semaine, ou en fin de semaine dernière plutôt, avec les conseillers, on a envisagé effectivement de suivre ces recommandations, mais ça prend effectivement un peu de temps. Je pense que ce qui est important, c'est d'arriver à montrer quel est l'enjeu aussi du suivi. Je l'ai montré tout à l'heure, en matière de téléphonie, le gouvernement n'a pas suivi, le juge administratif est passé par là et puis a sanctionné. Donc voilà, il faut aussi arriver à dire quel est l'enjeu financier. Quand on peut le faire, évidemment, tout ne s'y prête pas, mais quand on peut le faire, il faut arriver à montrer que les recommandations, c'est pas simplement voilà, des choses qu'on écrit, mais il y a derrière un impact. Alors on va reprendre pour la dernière séquence du colloque qui, pour moi, est très importante. J'ai demandé effectivement au barreau de Nouméa s'il voulait bien intervenir pour expliquer l'intérêt de l'assistance de l'avocat dans les procédures de l'autorité de la concurrence, sachant que l'avocat n'est pas obligatoire devant l'autorité de la concurrence dans aucune procédure. Donc ça, je tiens à le dire parce que c'est important pour l'accès à l'autorité de la concurrence, etc. Mais voilà, ça me semblait important en tout cas de vous donner la parole pour que vous puissiez aussi montrer de quelle manière vous pouvez contribuer à ce que les entreprises soient plus protégées d'une certaine manière, quel que soit d'ailleurs le stade de la procédure dans laquelle on se trouve, qu'on soit victime ou qu'on soit auteur de pratique ou en tout cas soupçonné de l'être, ou qu'on soit visité par des services d'instruction de l'autorité dans le cadre des enquêtes qui peuvent être mises en œuvre. Donc je vous donne la parole. Merci Madame la Présidente. Bien écoutez, puisqu'il nous revient le privilège en tant qu'avocat de la défense d'avoir la parole en dernier, comme c'est la tradition, j'essaierai de tenir éveillé les derniers rescapés jusqu'à la fin de mon propos. Permettez-moi tout d'abord de remercier Madame la Présidente de l'Autorité de la concurrence d'avoir organisé ce colloque et d'y avoir invité le barreau de Nouméa. Madame la Présidente, vous faites au barreau un honneur qu'il apprécie en nous donnant la parole. Nous sommes très honorés, Madame le vice-bâtonnier et moi-même, de pouvoir prendre la parole à l'occasion de ce colloque qui célèbre donc le premier anniversaire de votre autorité. Cette autorité partage avec notre profession l'honneur, le privilège et aussi quelquefois le poids d'une totale indépendance. Votre création, l'installation de votre autorité était attendue et vos premiers avis, recommandations et décisions ont, on peut le dire, dépassé nos attentes et aussi celles de nos clients, puisque les avocats ont un contact privilégié avec les opérateurs économiques, ainsi qu'avec les usagers et les citoyens, les consommateurs. Nous pouvons dire que pour un enfant, comme on en parlait ce matin, d'1 an, l'autorité de la concurrence a déjà toutes ses dents
et ne manque ni de courage ni de mordant, ce qui la rapproche encore plus de la profession d'avocat. Pour parler du rôle et de l'intérêt de l'assistance de l'avocat devant l'autorité de la concurrence, je vais juste vous dire qu'après avoir été avocat pendant 4 ans en métropole, j'ai été appelé à diriger les services juridiques d'un important groupe du BTP, dont les initiales évoquent des discussions avec l'autorité nationale au sujet de positions dominantes dans les parkings, de partage de marchés éventuels sur des réseaux ferrés, ainsi que sur des voies de grande circulation ou des autoroutes. Et que donc, j'ai à la fois expérimenté l'intérêt pour un groupe structuré, doté d'un service juridique étoffé, avec des juristes qualifiés, d'avoir l'appui d'un avocat. Et donc, je le mesure encore plus ici en Calédonie, où les entreprises ne sont pas toutes forcément structurées. Et donc, je rejoins tout à fait votre point de vue sur le fait qu'ayant moi-même eu à travailler sur des dossiers de concurrence, j'ai apprécié l'intérêt d'avoir l'appui d'un avocat à mes côtés. Ceci dit, de manière générale, l'avocat est un professionnel du droit dont l'indépendance et, on va dire, la totale compétence sont garanties par des règles déontologiques particulièrement contraignantes et qui conseillent, représentent et assistent les parties lors d'un procès ou dans tous les actes de la vie courante. Même si sa présence n'est pas obligatoire, le droit à l'assistance d'un avocat est un principe fondamental donc, qui a été consacré notamment par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et la pratique décisionnelle du Conseil constitutionnel. L'exercice des droits de la défense a un rang constitutionnel. Et donc, en procédure pénale notamment, le droit de l'assistance à l'avocat, il est à géométrie variable selon qu'on se situe pendant la phase de l'enquête, où on accorde donc aux enquêteurs des prérogatives plus importantes pour qu'ils puissent mener à bien leurs investigations. Et donc, le pouvoir des avocats, le rôle de l'avocat est restreint. Par contre, une fois que l'enquête est terminée, dans la phase de jugement, à ce moment-là, le rôle de l'avocat est plus important. Ce sera donc un peu les deux parties que je vais faire sur le rôle de l'avocat devant l'autorité de la concurrence. Premièrement, ce que peut faire l'avocat, quel est son rôle pendant les phases d'enquête, et deuxièmement, quel est le rôle de l'avocat, quel est l'intérêt d'avoir un avocat à vos côtés pendant les phases de jugement donc, ou de décision. Alors, les autorités administratives indépendantes ont eu du mal à accepter la présence des avocats. Et avant l'ordonnance de 2008, il n'était pas rare qu'en matière de concurrence notamment, les agents des services d'instruction de l'autorité nationale refusent aux entreprises visitées de faire appel à un conseil pour assurer la protection de leurs droits et limitent l'intervention des avocats. Donc le fait que les avocats puissent intervenir en amont a été déjà l'objet d'un combat mené par les entreprises et les avocats pour permettre l'assistance de l'avocat pendant la phase d'enquête. Maintenant, tout ça, c'est réglé, c'est rentré dans l'ordonnance de 2008, portant modernisation de la régulation de la concurrence. Et puis, les visites des agents des services d'instruction de l'autorité de la concurrence s'accompagnent toujours du droit pour l'entreprise visitée ou l'occupant des lieux de se faire assister du conseil de son choix, ou alors au moins du droit d'être informé de la possibilité de se faire assister du conseil de son choix. L'assistance pendant les procédures d'enquête, elle peut avoir deux facettes pour l'avocat, puisqu'on a grosso modo deux procédures d'enquête qui sont distinguées par la loi, les enquêtes simples et les enquêtes lourdes. Les enquêtes lourdes doivent être autorisées judiciairement. Les enquêtes simples sont faites, régies par le Code de commerce et sont beaucoup plus légères. On a un problème qui a été réglé par un arrêt justement assez récent de la Cour européenne des droits de l'homme qui opposait précisément la société Vinci Construction et GTM Génie Civil et Services à la France, qui a constaté qu'effectivement, en matière de saisie, les avocats et les pratiques du droit de la concurrence imposaient que les enquêteurs de l'autorité de la concurrence ne pouvaient saisir que les documents dont le contenu est au moins
potentiellement en rapport avec la pratique recherchée. Et donc c'est là un des points importants sur lequel on peut attirer l'attention des personnes et des opérateurs qui seraient ici présents, c'est qu'au moment où leur entreprise fait l'objet d'une enquête, les enquêteurs vont venir rechercher des preuves, comme on en parlait tout à l'heure, de pratiques concurrentielles interdites, et notamment éventuellement des traces d'un accord sur une représentation unique sur un territoire, des échanges de correspondance dans lesquels on dirait de toute façon je me ferai en sorte que vous soyez mon unique distributeur. Et la saisine des correspondances par les enquêteurs est encadrée et les avocats sont là pour veiller à ce que les pièces et les correspondances saisies soient toutes en relation avec l'infraction recherchée. Donc, et puis, au cas où une saisie opérée par les enquêteurs porterait atteinte au secret des correspondances, il y a aussi des recours qui peuvent être intentés devant le juge pour ordonner la restitution immédiate des documents ou bien tenter de faire annuler les opérations de saisie. Donc, dans le cadre des enquêtes, les visites et les saisies diligentées par l'autorité de la concurrence, le recours et l'assistance d'un avocat peut s'avérer essentiel pour s'assurer de la régularité du déroulement des opérations, du cadrage de la prise de copie de documents par rapport à l'enquête et l'absence de saisie de correspondance qui pourrait être couverte par le secret professionnel. C'est aussi un des intérêts du recours à l'avocat, à savoir que toutes les correspondances échangées entre un client et son avocat sont insaisissables, ne peuvent pas être saisies. Tous les échanges entre un client et son avocat sont couverts par une confidentialité, un secret professionnel, et donc ne peuvent pas faire l'objet de saisie. Donc l'intérêt aussi d'échanger avec un avocat, c'est que quand on échange avec lui, on est certain que ce qu'on lui écrit et ce qu'il nous écrit ne pourra pas être produit dans le cadre d'une procédure devant l'autorité de la concurrence notamment. D'autant plus important que c'est à la lumière des éléments que les enquêteurs vont recueillir pendant cette phase d'enquête que les autorités qui seront saisies ultérieurement prononceront leur décision. Et donc, on en vient à la deuxième partie, l'avocat à l'occasion du contentieux. Donc, pendant la phase d'enquête, vous avez compris que l'avocat est un garant qui va vous permettre aux opérateurs de s'assurer de la régularité des opérations d'enquête, qui va permettre aussi de s'assurer de la confidentialité des informations qu'il a échangées avec son avocat. Pendant la phase de jugement, on va dire, pendant l'occasion du contentieux devant l'autorité, lorsque les entreprises sont prises en train d'enfreindre le droit de la concurrence, sous forme d'entente, d'abus de position dominante, l'autorité de la concurrence peut être saisie du dossier et même s'en saisir d'office. Alors à ce moment-là s'engage une procédure, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais cette procédure est une procédure contradictoire, au cours de laquelle l'ensemble des parties vont faire valoir leurs arguments, et à ce moment-là, l'autorité prendra, le cas échéant, si des pratiques anticoncurrentielles sont avérées, des mesures nécessaires pour faire cesser cette pratique. Dans ce cadre, les mesures prises peuvent être particulièrement importantes et l'intervention de l'avocat pour défendre le dossier et aussi constater ou contester l'existence de l'infraction sera particulièrement important, puisque c'est un droit particulièrement technique, c'est une matière vraiment complexe, dans lequel, pour prononcer des sanctions, l'autorité de la concurrence aura recours à des notions qui, même quand on est un juriste chevronné et qualifié, ne sont pas totalement évidentes à comprendre. Et l'intervention d'un avocat en appui va vous permettre aux opérateurs de pouvoir discuter dans le cadre de ce débat contradictoire en utilisant le même langage que l'autorité qui est amenée à prendre une décision. Et on se comprend toujours mieux quand on parle la même langue. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir, à ce moment-là, dans le cadre du débat contradictoire, avoir un avocat qui va pouvoir permettre non seulement de recueillir les arguments, mais aussi de les présenter d'une façon qui sera intelligible pour la personne qui sera amenée à prendre la décision. Donc l'avocat, ce serait une espèce de médiateur qui servira de média entre l'entreprise, l'opérateur, à qui on reproche des infractions, et l'autorité qui doit prendre une décision. Et donc l'avocat, son travail, ce sera à ce moment-là de transmettre les informations dont il dispose en faisant en sorte qu'elles puissent être reçues
par l'autorité qui va décider d'une sanction, sachant que les sanctions sont loin d'être neutres, puisqu'elles peuvent aller jusqu'à des sanctions pouvant atteindre 5% du chiffre d'affaires annuel. Donc, on est évident que face à de tels enjeux, l'assistance d'un avocat n'est pas anodine. L'assistance de l'avocat est même reconnue sur le site internet de l'autorité de la concurrence, qui rappelle que cette assistance, quoique facultative, peut être utile dans la mesure où le droit européen et français de la concurrence fait appel à des notions et des connaissances et raisonnements juridiques et ou économiques complexes. Voilà, donc l'assistance d'un avocat peut être aussi importante quand on part sur une procédure d'engagement, c'est-à-dire que la société ou l'opérateur concerné reconnaît les pratiques qui lui sont reprochées et s'engage à prendre des mesures correctives, comme l'a fait la société Tikiphone ou d'autres sociétés en Polynésie française ou ailleurs. Eh bien, les avocats, dans ces cas-là, rompus à l'exercice devant les autorités concurrence, peuvent être force de proposition et elles-mêmes proposer des engagements qui seront peut-être retenus par l'autorité de la concurrence. Dans la plupart des cas, l'avocat sera aussi compétent puisqu'il apporte une connaissance du droit et surtout, je voudrais insister là-dessus, des règles déontologiques rigoureuses. C'est-à-dire un avocat est soumis à une déontologie. En tant que bâtonnier, je suis le garant du respect de cette déontologie professionnelle. Les règles qui gouvernent la profession d'avocat concernant l'exercice de notre métier sont parmi les plus contraignantes de toutes les professions réglementées, que ce soit en conflit d'intérêts, que ce soit en matière de respect du secret professionnel. Et donc l'avocat est vraiment l'interlocuteur de l'entreprise pour pouvoir permettre de rédiger des contrats. Je pense que Laure vous en parlera après moi. Et surtout, au moment de rédiger une saisine, lors des opérations de fusion, de concentration, ou bien quand la société est mise en cause et doit se défendre, l'avocat est l'interlocuteur privilégié de par sa formation, sa compétence et sa déontologie. Et puis, à partir du moment où on aura mis un avocat dans le circuit d'une pratique concurrentielle ou d'un projet de grande surface, d'ouverture de grande surface, d'un projet de croissance externe, à partir du moment où on l'aura mis dans le circuit le plus tôt possible, on aura préparé et anticipé les échéances, on aura limité les risques. Parce que si jamais l'affaire dérape vient devant l'autorité et que l'autorité rédige un avis qui retient une pratique anticoncurrentielle, après, dans la plupart des cas, un recours en réparation suivra et la société devra payer une intervention rapide. Voilà, je vois que le temps qui m'était consacré est bientôt terminé. Je voudrais simplement passer la parole à Laure Chatin qui va vous parler du fait qu'effectivement, comme je vais commencer à vous le dire, à titre de transition, c'est encore mieux de saisir l'avocat en amont plutôt qu'en attendant d'avoir des soucis. Merci, monsieur le bâtonnier. Oui, alors comme d'habitude, monsieur le bâtonnier a dit tout ce qu'il y avait à dire, mais c'est pas grave. Que n'en déplaise aux magistrats, les avocats ont toujours quelque chose sous la chaussure pour s'exprimer. Oui, le propos que je voulais avoir en complément de ce qu'a expliqué Olivier, c'est que bien évidemment, on vous a parlé des procédures en cours, on vous a parlé et on vous a dit la place de l'avocat qui paraît tellement évidente que je me suis finalement demandé ce qu'on faisait là. Enfin, ça me fait très très plaisir qu'on ait été invité, mais je me dis c'est évident. C'est évident, on parle depuis ce matin d'un domaine qui est extrêmement technique, extrêmement précis et qui fait appel à beaucoup de connaissances et de compétences. Et évidemment, qui connaît le droit, à part les magistrats, l'autorité de la compétence, ce sont les avocats. Ce sont les avocats qui sont susceptibles d'intervenir à tous les stades des procédures et à tous les stades de la vie de l'entreprise. Par définition, l'avocat en droit des affaires, c'est celui qui doit connaître son client, qui doit participer avec lui à toutes les phases de la vie de la société et qui doit le conseiller dans tous les domaines. Et c'est vrai que si on se retrouve épinglé par l'autorité de la concurrence parce qu'on a fait une opération qui n'est pas tout à fait légitime, c'est bien parce qu'à un moment, il y a sans doute eu une faille dans le processus et on peut se poser la question, est-ce qu'on a bien
on avait bien en main toutes les cartes? Est-ce qu'on avait bien connaissance de nos obligations? Est-ce qu'on avait évalué le risque de poursuivre une opération qui pouvait être compliquée? Et c'est dans ce cadre-là que l'avocat, si vous avez un avocat qui vous a correctement conseillé, permettra au chef d'entreprise de prendre éventuellement une décision, mais de la prendre en toute connaissance de cause. En fait, notre rôle premier, c'est celui-là. C'est de permettre à l'entreprise de connaître exactement ses droits, ses obligations, que ce soit parle en ce moment de matière anticoncurrentielle, mais ça peut être aussi en matière fiscale ou en matière sociale, et de prendre les décisions en toute connaissance de cause, préalablement à toutes les procédures. Mais pour ce faire, pour que l'avocat soit un conseil efficace, il faut que l'avocat soit formé. Alors c'est vrai qu'Olivier a parlé de nos obligations déontologiques qui font que notre profession est une profession très spéciale et que nous avons de lourdes obligations, et nous avons notamment une obligation de nous former pour pouvoir être au fait de la modification de la vie des entreprises. Et je vois aussi l'UNC qui est là, bien sûr, de la vie des consommateurs, pour pouvoir également défendre, conseiller ces personnes, pour leur expliquer quels sont leurs droits, pour qualifier juridiquement ce qu'ils vont nous raconter, pour leur permettre, quand une personne vient et vous explique quel est son problème, de pouvoir lui permettre de faire rentrer ce problème dans des cases, pour pouvoir vérifier si la jurisprudence lui permettrait, le cas échéant, de saisir une juridiction et d'être entendu ou pas. Eh bien, nous devons nous former. Et je voulais juste qu'on termine notre propos en disant à quel point, honnêtement, on remercie la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et l'autorité de la concurrence, qui a mis en place depuis le mois d'octobre, novembre, une formation pour les différents acteurs du domaine économique, et notamment certains de mes confrères et moi-même qui en profitons tant qu'on peut, le plus possible, une formation qualifiante de 120 heures, donc une formation qui est très sérieuse, qui est faite avec des universitaires, des professionnels du droit, des avocats spécialisés, Madame Zoud-Lebert qui intervient, Monsieur le Président de la Chambre de l'autorité polynésienne également. On fait ça en binôme avec Tahiti, et donc on a les mêmes informations, on travaille en même temps, ça nous permet de connaître un petit peu la façon dont on procède dans ces deux îles. Et vraiment, c'est une formation qui est très intéressante parce qu'elle n'est pas uniquement pratique. On est des professionnels du droit, on sait se former, on pourrait aussi, on a connaissance, le droit de la concurrence, il n'est pas arrivé en 2018, c'est un droit qui existe, c'est un droit qui est ancien. On est beaucoup dans ce barreau à avoir travaillé en métropole, donc à avoir une certaine connaissance, mais c'est une formation qui permet d'avoir une idée, j'allais dire presque une idée sociologique et intellectuelle du droit de la concurrence, des raisons pour lesquelles ce droit est mis en place, de partir du principe de la liberté de la concurrence, d'une idée idéale du droit, avec comment essayer d'y arriver. Et voilà, moi j'apprécie beaucoup cette formation et je crois qu'elle est absolument nécessaire. Et on a une grosse difficulté, nous, à se former comme on le voudrait, puisqu'on est dans un tout petit territoire et on n'a pas beaucoup d'accès. Et voilà, donc voilà, mon propos, c'était de dire, les avocats sont présents, ils sont formés, ils sont prêts à entendre, à aider les acteurs économiques à tous les niveaux, que ce soit au niveau du conseil ou que ce soit au niveau de la défense. Et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup donc pour vos interventions qui sont importantes aussi côté autorité de la concurrence, puisque c'est vrai que
On est souvent aussi sollicité directement par un certain nombre d'entreprises via une boîte qu'on a créée qui s'appelle la boîte Contact. Alors c'est tout à fait normal qu'on réponde aux interrogations des PME notamment, ou des TPE, ou même des plus grandes entreprises qui se posent des questions ou qui souhaitent évidemment avoir des rendez-vous avec nous. Mais on constate aussi parfois qu'il y a des demandes de consultation plus juridiques. Et on est assez mal à l'aise à l'autorité de la concurrence pour y répondre, soit parce que ça peut mettre en risque l'entreprise elle-même, soit parce que on a un rôle d'information générale, mais on ne doit pas se substituer non plus aux juristes ou aux avocats pour répondre aux interrogations des entreprises. Donc c'est aussi pour cela que je vous remercie d'être intervenu. Et puis, ça permet de mieux structurer les dossiers également quand, en défense, vous en avez beaucoup parlé, mais aussi lorsque l'entreprise souhaite se plaindre, qu'elle soit assistée pour savoir sur quelle base juridique saisir l'autorité de la concurrence pour essayer d'alimenter sa plainte en démontrant qu'elle est victime de telle ou telle pratique, mais que ça peut s'appuyer sur telle ou telle jurisprudence, alors pas nécessairement calédonienne, parce qu'on n'a pas encore une pratique suffisante en la matière, mais on peut s'inspirer très largement de la pratique décisionnelle de l'autorité métropolitaine, pour le coup, puisqu'on a exactement les mêmes règles qui s'appliquent en pratique anticoncurrentielle, et les mêmes standards de preuve et les mêmes règles procédurales. Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, c'est aussi un soutien pour l'autorité de la concurrence et en même temps un challenge pour les rapporteurs, puisque, évidemment, il faut répondre aussi aux arguments qui sont présentés par les avocats lorsqu'ils sont en défense. Et pour le collège, c'est assez positif, puisque ça permet vraiment, grâce au contradictoire, de lever un petit peu les lièvres et de solidifier les décisions quand il doit s'agir de décisions de sanctions, ou de conduire soit l'instruction par elle-même, soit le collège, in fine, à ne pas retenir tel ou tel grief, parce qu'on aurait été convaincu par l'argumentation de l'avocat. Donc en tout cas, merci beaucoup pour cette intervention. On arrive à l'issue de notre colloque. J'ai donné la lourde charge à Robert Bertram de pouvoir nous faire un petit peu la synthèse de tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui, en tout cas les idées les plus saillantes. Donc je vais lui laisser immédiatement la parole pour cette synthèse. Bonjour. Donc, je suis donc chargé de cette synthèse qui a été présentée par Jean-Michel Stolz, vice-président de l'autorité locale de la concurrence. Le transfert de compétences au profit de la Nouvelle-Calédonie en matière de concurrence et répression des fraudes, droit de la concentration économique, en matière de réglementation des prix et organisation des marchés, trouve sa justification dans la loi organique de 1999, c'est-à-dire l'accord de politique de l'accord de Nouméa en 1998. Cette nouvelle approche pour la création d'un droit de la concurrence spécifique à la Nouvelle-Calédonie tient beaucoup à sa co-construction, comme l'a souligné Bruno Asser, le vice-président du Conseil d'État. Localement, les responsables politiques, économiques et sociaux s'investissent contre la vie chère. Philippe Gomez, alors président du gouvernement, dénonce la vie chère dans sa déclaration de politique générale devant le Congrès en 2009. Une véritable prise de conscience s'opère auprès des décideurs politiques qui votent la première loi antitrust. Celle-ci permet un contrôle des concentrations avec un seuil abaissé par rapport à la métropole. Selon le vice-président du Conseil d'État, l'abaissement du seuil résulte précisément de la volonté du législateur calédonien de tenir compte de l'étroitesse du marché local et du fait qu'il est déjà très concentré, même une opération minime est ainsi susceptible d'y réduire significativement la concurrence. Cette loi permet aussi un contrôle des exploitations des surfaces commerciales et une injonction structurelle pour résorber les situations soulevant des préoccupations de concurrence. Cette loi ne sera mise en œuvre que pour la première fois qu'en 2016. De son côté, le président actuel du gouvernement, Philippe Germain, après avoir brossé finement la situation économique de la Nouvelle-Calédonie, puisqu'il ne gère pleinement ce dossier qu'à partir de 2015, il souligne que plusieurs textes majeurs ont été votés pour avoir un droit de la concurrence complet, innovant et coercitif.
C'est ainsi qu'avec 3 lois du pays, le code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie est enrichi, apportant des changements radicaux qui devraient modifier les comportements. Il ressort de son analyse que la mise en place d'un droit de la concurrence doit reposer sur une construction juridique ternaire, 2 approches répressives avec l'interdiction des ententes et des abus de position dominante, ce qui correspond à la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, et une approche préventive, le contrôle des concentrations. Objectivement, cette approche juridique se caractérise par une forte action contre les pratiques anticoncurrentielles, reprenant les interdictions des ententes, des abus, des positions dominantes et de dépendance économique. Le contrôle des concentrations n'est pas absent, il est même renforcé. Toute cette analyse économique aboutit à la nécessité de créer une autorité de la concurrence pour assurer l'indépendance économique de la Nouvelle-Calédonie. Le vice-président du Conseil d'État précisait qu'avant de pouvoir installer une telle autorité indépendante, qui n'aurait qu'un rôle consultatif, le Conseil d'État préconisait déjà dès 2009, de modifier la loi organique. Ce fut fait par une loi organique de 2013 permettant à la Nouvelle-Calédonie de créer une loi du pays de 2014, l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie. De nouveaux textes furent nécessaires pour peaufiner cette installation. Chaque force vive du territoire s'implique réellement et formule suggestions et recommandations pour aboutir à un droit de la concurrence et à la mise en place d'une autorité indépendante locale. Il faut souligner qu'entre cette démarche législative sur cette fameuse loi antitrust initiée dès le 7 février 2013 et la création d'une autorité locale indépendante chargée de la concurrence, une longue marche s'enclenche pour obtenir ce résultat. Premier constat que formule le président du gouvernement de l'époque, M. Philippe Gomez, c'est le manque cruel de concurrence sur le territoire qui explique un coût de la vie exceptionnellement élevé, alors que les études tant nationales que locales ne manquent pas. L'intéressé étaye ses propos par des exemples de parts de marché conséquentes détenues par quelques acteurs économiques, et il estime qu'il est nécessaire d'obtenir une analyse plus pertinente pour asseoir un droit de la concurrence. Il reprend les recommandations initiales de l'autorité nationale de la concurrence nécessaires pour disposer d'un texte équilibré, anticiper les atteintes de fonctionnement du marché, renforcer le contrôle du fonctionnement du marché, créer une autorité locale indépendante et décisionnelle et simplifier la procédure d'autorisation administrative pour les nouvelles surfaces commerciales en province sud. Le député conclut en précisant qu'avec les réformes fiscales, la Nouvelle-Calédonie dispose de tous les outils pour favoriser l'émergence d'une économie plus concurrentielle au bénéfice à la fois des consommateurs et des entreprises du pays. On est, selon une synthèse de ses propos, à l'aube d'une économie de marché démocratique. Pour la défense des entreprises, Jennifer Sigaud, la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie, fait une analyse détaillée de la loi antitrust, tant par son accueil auprès des acteurs économiques que par la perception de sa mise en œuvre par l'autorité de la concurrence à la place des services du gouvernement. Quant à l'autorité elle-même, la présidente de cette chambre consulaire détaille l'impact de ces différentes missions sur le développement économique des entreprises. Les acteurs économiques, après une première phase d'attente, reconnaissent à cette autorité la haute technicité de ses avis et recommandations. Chaque secteur économique est bien ciblé car les attentes et les problèmes sont différenciés. Enfin, cette Chambre émet pour le secteur du commerce, de l'industrie ou les organisations patronales des vœux pour les années à venir. Pour la défense des salariés et des consommateurs, le droit de la concurrence ainsi qu'une autorité chargée de l'appliquer sont, quoi qu'on en dise, des outils pertinents pour la défense des consommateurs. Appliquer une politique anticoncurrentielle, c'est garantir une émulation saine entre les entreprises de façon à produire une stimulation entre celles-ci pour une meilleure productivité, pour élargir l'offre aux consommateurs et, in fine, tout en améliorant la qualité des biens et des services, assurer des prix bas, des prix justes. Pour Françoise Kerjouan, vice-présidente de l'association Que Choisir, assurer la défense des consommateurs, c'est avoir une vision claire de l'application de la loi, avec notamment des textes calédoniens consolidés, ce pour engager des actions dans tous les domaines touchant à la vie des citoyens. Avoir une action au bénéfice des consommateurs, c'est d'abord agir pour que le droit de la concurrence s'applique et aussi et surtout que le préjudice subi soit réparé à sa juste valeur.
À cet égard, la vice-présidente de l'association Que Choisir considère que la protection des consommateurs passe non seulement par un renforcement des actions à entreprendre pour rester en justice, mais aussi par des suggestions auprès des responsables politiques pour aboutir à une meilleure protection des consommateurs. Pour Tony Dupré, le responsable de la Confédération générale des travailleurs de Nouvelle-Calédonie, la COGETRA, l'action intersyndicale a été bénéfique sur le plan de la prise en compte de la cherté de la vie calédonienne. Une situation qui sévit depuis plusieurs années et qu'il convient de contrecarrer par un droit de la concurrence efficace et surtout la mise en place d'une autorité indépendante de la concurrence. Les grandes manifestations contre la vie chère ont débouché sur la création d'une commission spéciale vie chère au sein du Congrès de la Nouvelle-Calédonie pour notamment réfléchir à la modernisation de l'économie, l'amélioration du pouvoir d'achat des consommateurs et le contrôle des prix ainsi que sa transparence. L'action de l'intersyndicale, outre son engagement pour la création d'une autorité de la concurrence, a aussi été déterminante pour la mise en place de la loi antitrust. Conscient que cette autorité de la concurrence est encore jeune, seulement 1 an d'existence, ce responsable considère que l'action syndicale est indispensable pour que l'ancrage définitif de cette autorité indépendante soit, pour la défense des salariés, solide et définitive. Le travail avec les responsables politiques est aussi une nécessité indispensable. Même avec une approche décentrée par rapport à la Nouvelle-Calédonie, les problématiques ultramarines sont identiques. Pour Isabelle de Silva, présidente de l'Autorité nationale de la concurrence, celle-ci accorde une importance particulière à la protection de la concurrence outre-mer. Après avoir instauré des seuils spécifiques à l'outre-mer pour les opérations de concentration dès 2003, pour les surfaces alimentaires, la loi de 2012 relative à la régulation économique outre-mer met en place un véritable droit de la concurrence spécifique à l'outre-mer. La présidente énumère la très forte implication de l'autorité parisienne dans l'outre-mer avec une pratique décisionnelle et consultative importante. 26 décisions de pratique anticoncurrentielle, 26 décisions en contrôle des concentrations et 8 avis. Cette énumération permet de bien souligner que l'outre-mer demeure une priorité pour l'autorité de la concurrence. Les dossiers en cours touchent principalement sur le fonctionnement de la concurrence en matière d'importation et de distribution des produits de grande consommation dans les départements d'outre-mer. La présidente de l'autorité de la concurrence attire l'attention sur le fait que l'observation des niveaux des prix dans ces territoires montre des écarts persistants avec ceux pratiqués en métropole, au détriment du pouvoir d'achat des ménages, de la compétitivité des entreprises et de la croissance dans les territoires ultramarins. La concurrence dans le contexte ultramarin ne justifie pas en soi un relâchement des règles, mais une adaptation des outils et des solutions distinctes, car elle relève de spécificités géographiques et économiques particulières. Le pragmatisme l'emporte et il relève d'enseignements apportés par des années d'expérience de régulation de la concurrence en outre-mer. Par exemple, la présidente avance des exemples ayant permis de maximiser les interventions de l'autorité de la concurrence, comme l'abaissement du seuil de notification ou l'introduction d'un pouvoir d'injonction structurel dans le commerce de détail.